cette deuxième partie des habitudes des Turcs, ensemble avec mon grand frère, qui est revenu de très très loin. De retour pour vous jouer un mauvais tour. Voilà, vous connaissez la rengaine, c'est La la Team même rengaine, Rocket. la Team Rocket. On est donc avec mon grand frère Adil Salih, vous trouverez ses réseaux juste en bas. Jesse James. Jesse James et... Percy Jackson. Percy Jackson, On voilà. s'en fiche. Donc on va repartir sur des sujets, sur les Turcs, nos compatriotes, notre super communauté. On vous attend au tournant, mettez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous. Alors commençons donc par le commencement. Alors une des habitudes qu'ont les Turcs, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'a pas cette habitude, c'est d'enlever les chaussures quand tu rentres dans une maison. Pourquoi? Là tout à l'heure il y a un mec qui est venu chez moi, il a pas enlevé ses chaussures, mon tapis il est blanc. Il est pas turc, frère. Mais c'est vrai que les gens ils devraient penser à ça. Tu vois un tapis blanc, frère. Tu marches pas dessus. Tu viens de venir de dehors. En plus, ses chaussures, elles étaient propres. J'ai regardé, tout le long, j'ai regardé ses chaussures. Il est juste venu regarder mes fenêtres pour les changer. Tout le long, j'ai regardé ses chaussures. Elles étaient nickel. Moi, je sors 1 minute avec mes chaussures, elles sont dégueulasses. Par contre, cette tradition chez les Turcs, j'aime bien. Et quand on rentre à la maison et quand on sort, petite subtilité que j'ai vue chez un mec aussi. Je crois que c'est un historien, je sais plus qui racontait. Il disait à l'époque, l'invité, quand il allait remettre ses chaussures, pour pas qu'il se baisse devant toi, mais genre, et que toi tu vois, excusez-moi, ses fesses, et ben tu tournes ses chaussures de sorte qu'il se baisse, mais devant toi, tu vois sa tête en fait, tu vois pas, voilà. Comme ça, c'est pas gênant, tu vois, pour lui. Parce que tu te tiens derrière. Tu sais, quand tu dis au revoir à tes invités, t'es là, devant la porte. Tu vois, les Turcs. Ou alors même tu l'accompagnes jusqu'à sa voiture et tout. Et quand il met ses chaussures, c'est pour pas qu'il soit gêné, parce que t'attends derrière lui comme ça. Donc voilà, petite subtilité, c'est bien, faut y penser. Imagine, t'étais plombier pendant l'Empire Ottoman. Parce qu'un Il plombier... y aurait eu pas mal de subtilité. un plombier sans arrêt des fesses, c'est pas un plombier, on est d'accord. Moi, franchement, si je vois pas l'arrêt des fesses des plombiers, je fais pas confiance. C'est dans la fiche de poste. Frérot, les t-shirts sont courts. Oui. Mais un truc long, je sais pas. Pourquoi nous on met des athlètes tout le temps en dessous? Pour pas qu'on voit nos fesses. Frérot, j'ai un petit sujet un peu plus sérieux. Allons-y. En France, les Turcs nés en France, moi c'est mon impression, je sais pas votre avis là-dessus, on est trop naïf, je pense, hein, par rapport aux jeunes qui grandissent en Turquie. Quand tu vas acheter un truc notamment, ils vont te mettre la trique, ils vont te strah. Un truc à 5 livres, il va te le vendre à 50 livres. C'est triste de dire à nous, fais gaffe parce que tes compatriotes en Turquie, c'est des chacals, et toi comme t'es un naïf parce que t'es né dans un pays où, voilà, dans un climat tempéré, t'es dans le luxe et tout. J'ai pas envie de rentrer dans le tous chacals, tous pourris. Mais frère, quand tu vois pas mal d'arnaques, tu te dis, mais ils ont peut-être raison aussi d'un côté, tu vois, mais sans tomber dans le nihilisme total, tu vois. Mais je sais pas, c'est un truc de fou. Alors déjà, il a dit le mot nihilisme. Alors là, déjà, vous savez que... Excusez-nous, la langue de Molière, sérieuse. Jean-Baptiste Poquelin. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je vais te l'expliquer, tu me dis si t'as compris. Comment? La subtilité. Il y a un marchand, il vend une pastèque à 10 €. Mais il vend les 3 à 40 €. Ok. Donc il a mis en gros promotion. Yes. 3 pastèques, 40 €. 40 €. Alors que l'unité, c'est 10 €. Donc là, t'as un mec, il arrive. Bonjour la logique. Il se dit, attends, moi je suis plus intelligent que lui. Je vais en prendre 3. Mais un par un. Donc il lui donne 10 €, il lui donne moi une pastèque. Il prend. Il lui donne 10 €, il lui donne moi une pastèque. Il prend. Bien, ça. Il lui redonne encore 10 € et il prend une pastèque. Donc il a eu 3 pastèques à 30 €. Ok. Et il dit au gars, ah tu vois, je t'ai niqué. Parce que toi, tu vends 3 pastèques à 40 €, moi je les ai eu à 30 €. Il dit non, c'est moi qui t'ai niqué. Est-ce que tu as besoin de 3 pastèques? Ouais. Carrément. Et le gars, il lui a fait acheter 3 pastèques. C'est quoi ce truc de marketing? 3 pastèques. Les gens, ils sont trop intelligents maintenant. Les gens, c'est vraiment abusé. Trop intelligent, mais dans le mauvais sens du terme. Ouais. Moi, comme je t'ai dit, je suis pas dans tous pourris. Il y en a, ils sont honnêtes, ça se voit, tu vois. Le mec, même un jour, je suis allé avec ma femme dans un resto et tout. Mon fils, il a cassé plein de cônes de glace. Ils étaient prêts, tu sais, sur le truc. Et le mec, il a rien dit. Il a dit non, c'est bon, t'inquiète, machin, vas-y et tout. Super sympa. Et il y en a comme ça aussi, mais est-ce que c'est rare de trouver un mec comme ça? Moi, ça me désole. Et quand on est allé au Cappadoce, là où il y a les Pere Bajalar, on appelle ça les cheminées de fée, là, vous savez, les constructions. C'est des rochers comme ça, avec un gros rocher au-dessus, et tu te demandes comment ça tient. Voilà, c'est des rochers coniques qui ont été forgés suite au climat et puis à la poussière qui s'est accumulée là et tout. Ouais, la pluie a forgé le truc ça, et ça tient, c'est fou comme. Enfin bref, on est là-bas avec mon frère, il est là, et notre oncle, et je sais plus si tu te souviens, on est entré dans une boutique où ils vendaient des vases. Des assiettes, des vases. Ouais, c'était intéressant, tu vois, moi j'ai bien aimé et tout. Et il y a 2 prix sur le truc. Il y en a un, ça se voit, il est effacé. Et le mec, il a pas honte, hein. On lui dit, ouais, Abi, c'est quoi ces 2 prix? C'est bizarre et tout. Il a dit, oh, t'inquiète, il y en a un, c'est pour les touristes. Frérot, t'as compris direct.
Ouais, mais attends. Mais pourquoi tu te caches pas de ta supercherie? C'est ça qui me... Déjà, le prix pour les touristes, il est en euros ou en Sans dollars. Et en plus, c'est genre 300 € l'assiette. Alors que pour nous, qui du coup étions avec notre oncle, lui c'est pas un touriste, il habite là-bas, Il connaît, lui. c'était genre 20 €. Et je vais t'expliquer un truc, j'étais en février à Istanbul, il y a des prix, je pense que c'est fait exprès par la ville, il y a des prix pour les touristes, pour tous les musées et tout, en fait t'as une carte, tu vois. Ouais, mais ça, c'est assumé, ça, c'est l'État Ouais. qui assume le... Il y a des prix pour les touristes et il y a les prix pour ceux qui ont la nationalité turque. Donc moi, en soi, je suis touriste là-bas. Sauf que vu que j'ai la nationalité turque, eh ben, je peux payer, avec ma carte d'identité turque, je peux payer moins. Donc moi, j'ai payé, je sais plus exactement, mais 16 € je crois, pour faire tous les palais, les machins et tout, les musées et tout. Et par contre, pour les Français ou tous les autres touristes, c'est hyper cher. C'était genre 200 € juste pour la carte. On va abuser. Tu vois, non, c'est abusé. Par exemple, si tu veux rentrer dans une mosquée qui est payante ou dans un musée, nous, on va payer 2-3 €, eux, ils vont payer 25 €. C'est une dinguerie quand même. Mais c'est une dinguerie parce que l'État assume Ouais. la supercherie, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est pas juste tu Mais- vois, de faire ça aux touristes et tout, c'est un truc de fou. Ouais, parce qu'ils veulent faire en sorte que les Turcs de Turquie aillent visiter aussi. Que ce soit pas que touristique pour les autres pays, je pense. Ouais, mais quel rapport? Ils veulent inciter, bah, ils leur font payer moins cher, comme ça ils peuvent y aller. tu Ouais, vois. mais... Et vu qu'ils vont y aller plusieurs fois sûrement, mais par exemple à la mosquée Sainte-Sophie, l'ancienne cathédrale Sainte-Sophie, la mosquée en dessous c'est gratuit, donc tu rentres tranquillement, tu peux faire ta prière ou visiter. C'est magnifique dedans, mais c'est hyper petit, moi j'étais étonné. Par contre, au-dessus, il y a encore tout ce qui est les fresques d'avant avec Jésus ou aussi des apôtres et tout. De l'époque byzantine. Voilà, de l'époque byzantine, Et romaine. qui sont encore présentes. On a eu des retours des Turcs et tout qui disaient frérot, Sainte-Sophie, en fait, on l'aime bien parce que la symbolique, on l'aime bien. Mais quand tu rentres dedans, ça se voit tellement que c'est pas une mosquée de Ouais, base. ouais, ouais. Ce qui est vrai, la structure, Mm. c'est vraiment une cathédrale de ouf, tu vois. Et c'est vrai que tu ressens pas ce que tu ressens dans une mosquée, vraiment, avec l'architecture ottomane, seldjoukide, tout ce que tu veux, ou abbasside, ou omeyyade et tout. C'est une cathédrale, quoi, en fait, mais Oui, transformée en mosquée. quand j'ai su que j'allais aller visiter Sainte-Sophie, j'étais super content. Hagia Sophia, je me suis dit, mais ça va être trop cool. Depuis qu'on est gamin, on entend ça, tu vois, On Hagia entend. Sophia, Hagia Sophia et On tout. nous en parle, 1453, quand Istanbul Conquis. a été conquis par Mehmet II. Mais par exemple, j'ai pas eu ce sentiment-là que c'était vraiment un truc de fou. Je suis rentré dedans, je me dis, bon, ok, Ouais. c'est petit, c'est pas fou en fait. C'est pas un truc de fou. Mais la symbolique, elle est folle. La symbolique, elle C'est la symbolique qui est Oui, folle. oui. D'ailleurs, si on peut parler, aucun rapport, mais si on peut parler juste de la mort de Mehmet II, j'en Ouais. profite que tu sois là. Vas-y, bah vas-y. Est-ce que vous saviez que Fatih Sultan Mehmet, pour ceux qui ne comprennent pas quand je dis Mehmet II, quand il est mort, ils l'ont oublié. Ouais, ils l'ont mis dans une salle, dans un autre palais. Dans un autre palais ou dans une autre salle, ils l'ont oublié pendant combien de jours? 21 jours? Pas mal de jours, ouais, pas mal de jours. 21 Je sais plus jours, exactement, je crois. mais pas mal de jours. En fait, il y a eu des luttes de pouvoir qui se sont mises en place entre ses fils, et le problème, c'est qu'ils l'ont zappé. Ils ont oublié. Et en fait, il y a un gars qui est passé par là, et au bout d'un moment, ça sentait tellement mauvais, il s'est décomposé en fait. Un grand empereur comme ça, oublié, vous vous imaginez ou pas? Il y a pire que ça. Je sais pas si... Il y a des Turcs qui vont être choqués, malgré le fait qu'il y a la série télévisée turque en ce moment. Fatih Sultan Mehmet, peut-être qu'il y en a, ils se sont un peu renseignés sur sa vie. Mehmet II, Fatih Sultan Mehmet, donc, son fils, alors que lui, c'est quelqu'un qui a été encensé par le prophète dans un de ses hadiths authentiques par rapport à la conquête d'Istanbul. Son fils, il a fait n'importe quoi, frère. Je sais pas si t'es au courant, il a un fils qui s'appelle Mustapha. Je suis désolé de dire ça, mais il fricotait. Je sais de quoi Je connais l'histoire. tu vas parler, je sais de quoi tu vas On est parler. obligé de l'évoquer, frère. Oui, parce oui, que vas-y. Il fricotait avec la femme du grand vizir de l'époque, Mahmoud Pacha, je crois, Sardar Azam Mahmoud Pacha, parce que sa femme, elle avait la réputation d'être trop belle et tout, tu vois, tout le monde. Il y avait une rumeur comme quoi elle était. Enfin, c'était même pas une rumeur, elle était belle, quoi. Et du coup, lui, comme il savait ça, Mustapha, qu'on appelle Shehzadeh, le prince, Shehzadeh, c'est le prince, il a appris ça et puis il s'est dit, bon, bah, cette meuf, c'est à moi. Comme ça, normal. Et puis... enfin, cette meuf, c'est une femme, tu vois, elle est grande et tout. Elle est adulte. Et il est allé fricoter avec elle. Elle était d'accord. Du coup, Mahmoud Pacha, le grand vizir, jaloux, bien sûr, forcément, il a empoisonné, véridique, histoire véridique, le fils de Mehmet II. Son fils est mort. Et Mehmet II, au lieu de s'énerver contre son fils en disant ouais, il a fait n'importe quoi mon fils, il s'est énervé contre le grand vizir en lui disant comment ça t'empoisonne mon fils? Exécution, il l'a fait exécuter. Mais il l'a tué 2-3 ans après, je crois. Il l'a pas tué. Pas tout de suite, pas tout de Ouais. suite. Ouais. Il l'a fait exécuter en lui disant c'est ta faute à toi parce que t'as pas su garder ta femme. Frérot, Mehmet II, on le respecte. Hein. C'est un grand, il a été encensé par le prophète, ça reste un être humain.
Donc sa réaction pour moi c'est pas normal. Parce que ton fils il fait n'importe quoi, t'es censé accuser ton fils, tu vois, t'es pas censé... Sachant que, Histoire de malade, frère. sachant que Histoire de- Mehmet II, tout le monde dit qu'il serait né aujourd'hui, ce serait un des plus grands scientifiques du monde. Donc il a cette capacité de. Mais c'est pas n'importe qui, c'est le sultan le plus respecté avec, je pense, Kanuni Sultan Suleiman Ier, Suleiman le Magnifique comme on l'appelle en Europe. C'est les deux plus connus, moi je pense, vraiment par les Européens et tout. Et les deux plus respectés, et puis ils sont super cultivés, super... Ouais. Et il parlait 7 langues, je crois, ou 5, je sais plus exactement. Pas 7, mais au moins 5. Ouais. Au moins 5, tu vois. Le turc, l'arabe, Ouais. le perse, le bosniaque, c'est pas une langue, mais ça dérive du slave, plus le grec. Voilà. Ouais. Ça fait 5, je crois. Mais Mehmet II aussi, tant qu'on y est, une dernière petite anecdote, il a fait aussi une dinguerie. Ouais. Il en a fait pas mal. Ouais. Tu connais l'histoire où il a coupé la main de l'architecte là? Ça, après, je pense que c'est plus dans les légendes. Ah ouais? Je pense pas que ce soit trop arrivé. Je pense pas que c'est vrai? Non, ouais, je pense que c'est plus dans les légendes et tout ça. Les Turcs, les anciens historiens turcs, ils ont des histoires racontées comme des légendes qui s'appellent menkıbe en arabe, qui veut dire c'est des légendes en fait. On n'est pas sûr si ça a vraiment eu lieu ou pas. Mais pour la symbolique de l'histoire, c'est intéressant l'histoire. Mais je sais pas si on a le temps de le raconter, mais je pense pas que ce soit trop vrai. Tu vois. C'est pas. Ouais. Bon, on va le raconter quand même pour ceux Ouais. qui Vas-y. se posent la question. Là, ça se ferait pas de vous lancer là-dessus et de pas vous le raconter. En fait, Mehmet II il est en train de construire une mosquée ou un mausolée, je sais plus Il exactement. voulait une mosquée avec une coupole Ouais. plus grande que celle de Sainte-Sophie. Voilà, il voulait. C'était ça son but. Il voulait montrer qu'il était. Enfin, c'était pour la ouais. symbolique de sa conquête Voilà, d'Istanbul. c'était un peu un truc d'ego, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, il voulait montrer On qu'il va est pas se mentir. grand, que l'islam c'est grand et que voilà. Et en gros, il a. Après, pour la grandeur de l'islam, je te coupe, mais c'est vrai que ça se fait, tu vois, dans tous les Oui. États musulmans. Il y a cette démesure assumée, il y a ça, tu vois, dans le. Bah, comme dans les États musulmans. Notre-Dame en France, enfin, c'est pareil. Ouais, il y en a pas dans tous les. C'est pas que chez nous. Mais en gros, voilà, il voulait construire ça. L'architecte n'était pas musulman, il était chrétien. Et en fait, enfin, c'est un architecte, quoi, il connaît son boulot. Et il a voulu construire la coupole en plusieurs fois, je crois. Ou les poutres, là, tu sais. Bah, les poutres qu'a envoyé Oui. le sultan Mehmed, Oui, il les a coupées. il les a coupées alors qu'il n'était pas censé les couper, tu vois. Il a Et, coupé les grosses poutres parce qu'il a dit ça tiendra jamais parce que c'était un sol un peu sableux. Voilà, ouais. Il a dit ça tiendra jamais, les lois de la physique font que ça tiendra pas, donc il les a coupées. Il voulait les mettre en plusieurs morceaux. Et le sultan, il a entendu ça et il a dit mais attends, toi, tu te mets contre la grandeur de ce que j'ai fait. J'ai conquis Istanbul, tu te mets contre moi, contre la grandeur de l'islam. Et du coup, il lui a coupé la main. Et en fait, celui à qui il a coupé la main, il s'est plaint. Il est allé au tribunal de l'époque. Il s'est plaint et en fait. Tribunal islamique. Tribunal islamique. Il faut savoir que dans le tribunal islamique, le juge a plus de pouvoir que le sultan pendant le procès. Vraiment, le juge, si le sultan il ne l'écoute pas, il peut le buter, quoi. Et en fait, au procès, il a expliqué que les lois de la physique faisaient que il pouvait pas, donc il a été obligé de couper les piliers. Et Mehmet II, il a dit, voilà, il s'est défendu, il a dit ouais, mais t'as fait ça contre moi, contre ma grandeur et tout. Et l'autre, il a expliqué que pas du tout. En fait, il a prouvé que non, c'était pas pour ça, mais parce que c'était un sol sableux et qu'il pouvait pas monter en fait ces piliers d'un seul. Après, juste, il y a une autre version, je vais la faire courte, mais qui dit que le sultan a envoyé 4 piliers, et il y en a 3 qui étaient de la même taille, il y en a un, il était trop grand, et pour les ajuster à la même taille, il les a dû coupés. couper. Voilà. Bon, après, C'est une autre version. Peut-être une légende. Mais là, du coup, il lui a demandé, donc, le juge demande à celui qui a porté plainte, qu'est-ce que tu veux? Et il lui a dit, La justice. moi, je veux justice. Et il a dit, comme dans votre religion à vous, je veux la justice de votre religion. Donc la loi du talion, qui consiste à dire œil pour œil, dent pour dent. Et pour eux, dent pour dent. Donc moi, il m'a coupé ma main, moi, je veux que sa main soit coupée. Et là, le juge, qu'est-ce qu'il dit? On va couper sa main. Il veut couper la main au sultan. Il demande au sultan, du coup, de lever sa manche pour lui couper la main. Et t'as celui qui l'a accusé qui dit non mais attendez, vous allez vraiment couper la. Voyant le bourreau Ouais. vraiment qui allait s'exécuter, tu vois. Il a dit mais vous allez vraiment couper sa main? Et du coup il l'a arrêté, il a dit non mais moi c'est bon, j'ai confiance en votre justice, vous allez couper la main du sultan, c'est une dinguerie quand même. Il a dit je pensais pas que vous alliez Ouais. aussi loin, tu vois. Ouais. En fait, voilà, ça l'a choqué. Et... Ça l'a choqué, ouais. Et du coup voilà, après il s'est pas fait couper la main, mais
Mais c'est une dinguerie quand même. Et moi, alors ça, je le tire de la série qui a été faite récemment à la télé. Je sais pas si ça s'est vraiment passé ou pas. Mais tu as le juge qui dit... non, Ça, ouais, c'est la suite oui. c'est la suite de la légende. T'as Mehmet II qui dit au juge... Si t'avais pas respecté les règles de la religion comme il faut, Oui, j'avais une épée sur moi et j'allais te planter, genre j'allais te punir, tu vois. voilà. Et en réponse, Le juge, il dit à Mehmet II, si toi, tu n'avais pas respecté ma décision, je t'aurais coupé la tête, je crois, lui dit. il a dit, bah, j'avais un marteau, une Ouais, sorte j'avais de un marteau, marteau, je t'aurais cassé la tête. j'allais te casser la tête avec ça. C'est une dinguerie quand même. En fait, il y a une morale dans cette histoire qui consiste à montrer la justice dans les règles de l'islam. Même si tu es insultant, tu n'es pas au-dessus des lois, contrairement à ce que pensent certains historiens européens qui croient que tous les gérants musulmans sont des dictateurs, tu vois, c'est eux qui décident. Ouais. Non, frère. D'ailleurs, si vous allez, on va finir là-dessus, si vous allez sur Wikipédia et que vous mettez Fateh Sultan Mehmet, il y a énormément de fake news. Hein. C'est vraiment des trucs de fou. Genre, je sais pas si on peut dire fake news pour des news d'enfants. On peut, hein. Mais ils disent qu'il était gay, qu'il avait violé des enfants. Il n'y a plus trop ça en vrai. Bah, sur Wikipédia. Dans les nouvelles versions de Wikipédia, enfin, dans les améliorations de Wikipédia récemment, je vois pas trop de dingueries. Ouais, enfin, en vrai, si vous voyez À des l'époque, il y avait ça. ça. J'avais lu qu'il avait rassemblé tous les plus jeunes hommes, les beaux hommes et tout, d'Istanbul pour faire des trucs de fou avec. Enfin, Genre des débauches et tout, que du bullshit. Que du n'importe quoi, ça. Mais en vrai, ça, il n'y a plus. Oui. Mais quand même, les avis. Les avis Google sur Mehmet II. Non, Il avait combien d'étoiles? non, c'est pas ça. C'est pas les avis, je sais pas ce que j'ai dit. Ah ouais. Mais quand même, dans Wikipédia, les sources sont forcément biaisées parce que Wikipédia, c'est géré en général par des auteurs, je sais pas comment on peut appeler ça, ou des internautes européens, peut-être, je sais pas. Et du coup, les sources sont souvent les sources européennes. Ils vont pas chercher les sources du pays en question. Donc, bon, ça, c'est un truc que j'ai remarqué qui est dommageable parce que il y a le point de vue des. Je sais pas pourquoi tu rigoles. Il y a le point de vue des historiens européens. Il y a le point de vue des historiens du pays en question. Il y a une autre habitude chez les Turcs, c'est qu'on met les invités vraiment au-dessus de notre tête, comme tu l'avais dit. Et les invités, c'est vraiment très important pour nous. Chez les Turcs. Chez les Turcs, dès que on sait qu'on va avoir des invités, on prépare vraiment pendant 2 jours de la bouffe, des desserts, des tatlı, tout ça. Chez les Turcs. Chez les Turcs. Et il y a un truc chez les Turcs, je voudrais ton avis. Vas-y. C'est chez les Turcs. Chez les Turcs. Pourquoi, chez les Turcs, on ramène un plateau de fruits. Chez les Turcs. Chez les Turcs. Pourquoi on ramène un plateau de fruits juste après. À la fin, genre, enfin, vraiment. Juste après le plat principal. À une certaine heure. Non. Après, oui. Après, une heure après. On mange. Après avoir mangé, on boit le thé. Il y a le thé avec les graines de tournesol. Voilà, les graines de tournesol. On appelle pipas. Je sais pas pourquoi on appelle tout pipas. Ça. Parce que je crois que c'est le truc espagnol qui s'appelle pipas. Pipas, c'est Ouais. la marque en fait. La marque espagnole qui s'appelle pipas. Ok. Des pépitos, tu te rappelles? Non. Des pépites. Si. Pépite, pas pépito. Et pourquoi, du coup, après le thé, après tout ça, après avoir parlé pendant de longues heures, on ramène le plateau de fruits? Pour toi, c'est quel symbolique ça? Pour moi, il n'y a pas de symbolique, c'est juste que les Turcs, ils n'arrivent pas à se rassasier en fait. Et normalement, t'as mangé, c'est fini, frère. T'as plus faim. Moi, j'ai mangé, j'ai plus faim. Pendant 5 heures, j'ai pas faim. C'est exactement pour ça que je demande pourquoi on ramène le plateau de fruits à la fin. Parce que les Turcs, ils ont toujours faim. Mais pourquoi ils ont toujours faim? Moi, je pense pas que ce soit ça. C'est psychologique. Ils croient qu'ils ont plus faim. Je suis pas d'accord avec cet argument. Non, ils croient qu'ils ont faim alors qu'ils ont plus faim. C'est ça que je voulais dire. Vous savez, moi, comment j'aurais argumenté ça? Ramener le plateau de fruits, ça veut dire c'est bon, c'est l'heure, dégage. Quel rapport? Va te faire. Quel rapport, cousin? Frère, le plateau de fruits, ça veut dire. Ça veut pas dire dégage, frère. Si, ça veut dire c'est bon, t'es assez resté, maintenant tu peux partir. Non, ça veut dire c'est presque la fin. C'est la fin, ça veut dire c'est bon. On a passé l'intro, Voilà. le contenu est consommé, on a parlé assez, maintenant Là, dégage. c'est la scène post-générique du film. Tu vois. Voilà, rentre chez ta mère, c'est bon. Pour moi, c'est ça, frère. Et à chaque fois qu'on ramène le plateau de fruits, on est d'accord qu'on se dit, bon, bah, grave, tu vois, on va partir. Tu sais, pour moi, c'est quand la fin? C'est quand t'as plus rien à dire et qu'il y a un silence qui s'installe. Ouais, t'es C'est comme bon, ça. c'est la fin, frère. Bon. Et après, ils te demandent carrément, il fait quoi ton fils? Il est où ton fils? Là, c'est vraiment qu'ils ont plus rien à dire. Tu sais comment les darons turcs ils disent pour s'en aller? Ils disent Hanım hadi gidelim ou un truc comme ça. Enfin, à sa femme, il dit Ouais. hadi gidelim, tu vois. Ouais. Non, gidelim mais. Tu vois, c'est ça qui Femme, est-ce qu'on part? Ouais. Partons. Partons. Ouais, c'est vrai. Ils se retournent, gidelim mais. Non, mais Et mais la il y a femme, un elle autre fait, truc. bah. Oui, il y a un autre truc. C'est genre, par exemple, dans les mariages, t'as la maman
ou le papa qui va dire fiston, va dire à ta mère qu'on part. À chaque fois. Ouais, grave. Et t'es obligé d'aller voir ta mère pour lui dire maman, papa, il veut partir. Et là, après, ta mère a dit bon, bah d'accord, on va donner l'enveloppe à quelqu'un qu'on connaît. Ils vont donner l'enveloppe d'argent à quelqu'un qui connaissent parce que l'heure pour donner les enveloppes n'est pas encore arrivée. Et du coup, bah, tu donnes l'enveloppe et tu te barres. Ouais. C'est fou ça. Explique déjà c'est quoi cette enveloppe. Est-ce qu'on parle de ça? L'enveloppe. Bifurquons sur ce sujet-là. Encore une entourloupe des Turcs pour moi. Hein. Je suis désolé les frères, on est tous Turcs mais là... Je suis pas sûr, moi je suis pas forcément d'accord. Il y a une petite fourberie là-dedans. Alors, Il y a une petite fourberie frère. Il faut savoir, et je pense Je vais que vous le t'expliquer savez, pourquoi. je pense que vous le savez. Nous, on a un système de dot. Donc, on a la dot, on a le mariage qui est aux frais de l'homme. Très souvent, la femme, elle paye pas grand-chose. Donc, elle peut payer le kna, parce que nous, le mariage se passe en 2 phases. Il y a le kna où on fait l'aîné, et il y a un autre jour, le mariage. Sachant que nous, les mariages, ils sont hyper grands, il y a beaucoup de monde, et la moitié, tu ne les connais pas. On peut faire des mariages à 300, 400, jusqu'à 1000, 1200 personnes. Nous, chez nous, les mariages, ça peut coûter 50, 60 000 euros. Et les moins chers, ça coûte 30 000 euros si on compte la dot dedans. La dot qui, normalement, est autour des 15 000 euros, il me semble. La dot. Ouais. En vrai, la dot, en fait, c'est un système qui donne le droit à la femme de demander une certaine somme d'argent. Oui. Mais il y a des habitudes, il y a... mais comme, en fait, on a l'habitude, nous, d'acheter plein de bracelets en or et des colliers en or, je sais pas quoi et tout. Et ça passe en dot. Mais normalement, la dot, c'est la femme qui définit, c'est elle qui définit ce qu'elle veut. Et soit elle veut pas trop de trucs, ça tourne aux alentours de 200, 300 euros, 500 euros. Soit bah, tout ce que tu achètes en bracelet, machin, tu le donnes en tant que dot. Et du coup, voilà. Ça Après, la dot, il y a un montant minimum. C'est 5 grammes d'or, le montant minimum. Ça dépend des écoles juridiques de l'islam, mais on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, normalement, il y a 5 grammes d'or, c'est le minimum. Ça dépend. Mais ça fait dans les 300 euros, il me semble. Bah, chez nous, c'est au moins le prix de 2 moutons. Un mouton, voilà. c'est 150 euros, bah, 300 euros. Bref, maintenant, tout le monde achète genre 10 bracelets en or, 30 carats, enfin des trucs, voilà. Il y a personne, en vrai, qui demande peu. Après, ça commence à se démocratiser un peu, de faire des petits mariages avec que des gens que tu connais et tout. Pas des gens que tu vas inviter qui vont venir critiquer, manger et se barrer, tu vois. Mais nous, c'était surtout ça, à l'époque, je sais pas, je pense que ça se fait encore, hein. Des gros mariages comme ça. Après, on va pas se mentir. On va pas se mentir, tout est exorbitant. Oui. Le prix du mariage, 60 000 euros, je sais pas quoi, frère, c'est n'importe quoi. Mais tu viens pas à ton mariage en hélicoptère, hein, en à plus, ce prix-là. En plus. Tu viens pas en jet privé, mon ref. Je te jure. Et après, t'as même plus d'argent. Putain, il y en a, ils font même des crédits pour le mariage. C'est une dinguerie quand même. Tu te mets dans la merde pour un mariage. Bref, venons-en à nos moutons. À la fin du mariage, il y a une récolte qui est faite. Je sais qu'aussi chez des Français et tout, c'est fait ça aussi. Ils le font aussi. Tu vois, ils donnent des enveloppes ou ils donnent des cadeaux. Ils font des listes de cadeaux. Tu sais. C'est pareil, c'est la même chose. En fait, nous, ça nous permet de récupérer un peu l'argent qu'on a investi. Et c'est là que je te dis qu'il y a la fourberie. Pourtant, Monsieur Scapin n'est pas ici. Monsieur Scapin. Scapin qui... Les fourberies de Monsieur Scapin à l'école. Encore un Jean-Baptiste Poquelin. Bon, Alors, je vous explique juste le principe de l'enveloppe et après, mon grand frère va m'expliquer sa fourberie. Je vais donner mon avis sur la fourberie. En fait, l'enveloppe, on met de l'argent dedans, on met le nom dessus de la personne qui donne et on va donner ça à quelqu'un qui va annoncer soit les montants, si on donne des gros montants, on va les donner directement sans enveloppe, soit l'or, si on donne et qu'on met directement sur la personne qui va se marier, ou alors les enveloppes, il va annoncer voilà, une enveloppe de Sali Adil, une enveloppe de Ilyas Adil, voilà, etc. Vous venez d'apprendre mon nom et mon prénom, super. Et du coup, ça va nous faire une certaine somme. Par exemple, ça va faire au bout de... Même ça, je suis pas d'accord, mais je vais te le dire, le fait de donner les prénoms. Donc à la fin de la soirée, ça va nous faire une certaine somme. Par exemple, ça va nous faire 10 000 euros. Ça va être pris dans les caméras et les mamans vont se concerter pour écrire, en regardant la caméra, les noms des personnes qui ont donné, combien ils ont donné, et après, au mariage des personnes qui ont donné, donc les enfants de celui qui a donné 50 euros par exemple, qui va se marier, et ben ma maman va donner 50 euros à son enfant. Parce rendre l'appareil. Voilà, il nous avait donné 50 euros. Voilà, c'est un peu, je sais pas si c'est une aide. Mais frère, c'est une aide un peu cachée dans une fourberie. Tu vois, déjà le fait de donner les prénoms. Moi, je préfère que ce soit anonyme. Oui. Mais comme tu as dit... Ce serait beaucoup plus sain si c'est oui, mais comme il y a cette arrière-pensée de dire ouais, je vais regarder les enregistrements pour voir qui a donné quoi et tout. Pour moi, ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu fais ça, quoi? Il y en a un, il donne 40. Peut-être à ton mariage, t'as qu'à lui donner 150, ça fait quoi?
Ouais. Si t'as envie et tout. Je sais pas, moi Oui, ça. non, mais tu peux, il y en a. Je suis pas serein avec Oui, ça. voilà, après, il y en a, ils font. Non, mais dans leur tête, c'est non, faut que je donne le montant qu'il m'a donné, pas pourquoi. Moi, je sais que j'ai déjà vu des gens se mettre devant les caméras, noter, ils ont des listes, dès qu'ils vont en mariage, ils sortent la liste, ils disent ah, elle m'a donné 20, je vais lui donner 20, et si tu lui as pas donné 20, alors qu'elle elle t'avait donné 20, il y a des problèmes, enfin, c'est n'importe quoi, c'est vraiment. Mais rien que le principe Ouais. de dire, ouais, en fait, on va faire cette collecte pour que les gens payent ce que moi j'ai usé pour le mariage et tout. Mais frère, pourquoi moi je dois te payer, te rembourser ton mariage déjà? Vous savez, je suis de quel avis? Ne faites pas de crédit pour vos mariages déjà. Ça vous met dans la merde pour rien. Déjà, ça c'est très important. Ne pas en faire. Ne faites pas des gros mariages parce que les gens ils viennent juste critiquer, manger et se barrer. Faites des mariages où vous connaissez tout le monde. Ça veut dire vous avez un cercle, vous prenez 25 personnes chez vous, 25 personnes chez la femme. Et vous faites un petit mariage, vous allez tellement kiffer. Ça suffit. Ça va être tellement bien, l'ambiance sera tellement meilleure. Vous allez faire un mariage à 4-5 000 euros. Et là, ils vont te donner par plaisir, tu vois, pas par obligation. Le problème, c'est que ça devient une obligation, tu vois. Et après, il y en a plein qui viennent, ils mangent, ils se barrent, ils donnent pas d'argent, c'est aussi, voilà. Frère, on parlait des bracelets qu'on a achetés au début, même ça c'est exorbitant, frère. Un bracelet ça coûte 1 000 euros, t'en demandes 10 000 euros. Ça coûte plus 1 000 euros, mon pote. Enfin bref, je sais plus, 2 000 euros. C'est beaucoup plus cher maintenant. Mais même ça c'est. Ouais. Mais c'est trop cher, c'est abusé. C'est abusé, c'est pas normal. Vous savez qu'il y a des gens, ils voient les bracelets au mariage, et après, une fois que la maman, par exemple, elle a récupéré tous les bracelets, qu'elle les ramène à la maison, ils vont pour voler les bracelets. C'est fou ça. C'est arrivé ça. Hein. Mais il y en a plein qui sont partis en lune de miel. C'est arrivé plein de fois. C'est la maman ou alors c'est eux, ils l'avaient mis dans leur appartement en partant. Ils sont revenus, il n'y a plus de bracelet, il n'y a plus rien, ils se sont tout fait voler. Le mec il sait que tu as fait un mariage. Oui, ça c'est une dinguerie quand même. C'est arrivé, c'est pas faux. Mais moi je suis de l'avis de faites un petit mariage, mais comme ça vous avez de quoi après peut-être acheter un appartement. Parce que nous, les prix qu'on met, franchement, tu peux t'acheter un studio ou tu peux investir dans ta vie, tu vois. Tu t'achètes plein de trucs. Tu peux t'acheter une voiture, tu peux. Et nous, frère, on nourrit des gens. 60 000 euros pour 2 jours. Ouais, c'est vraiment énorme. Frérot, c'est quoi? C'est aberrant. On va parler d'un dernier sujet. Pourquoi est-ce que nous, les Turcs, quand on croise un autre Turc, que ce soit dans un magasin, dans la rue, on le reconnaît. Et on le regarde de loin comme ça, de toute façon, à chaque fois. T'es un peu fier. Oui, on le regarde comme ça. Mec, je t'ai reconnu, je sais que t'es turc. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. Tu veux qu'il sache que tu l'as reconnu. Voilà, c'est ça. T'envoies des petits regards comme ça, et t'es trop fier. Ta fierté, elle monte en mode, ouais, lui, c'est mon pote, tu vois. Alors que tu le connais même pas. C'est abusé. Quand tu croises un turc, par exemple, moi, un jour, je suis allé quelque part, je voulais payer des trucs, tu vois, dans un magasin. Il me regarde, il fait, ouais, t'es turc. Je dis, ouais. Il m'a offert plein de trucs. Mais frérot, on se connaît pas. Tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Mais, genre, on est trop proche d'un coup. Et tu peux parler de discussions de fou avec un turc que tu connais pas, juste parce que tu l'as croisé. Après, il y a l'effet qu'on ait grandi dans un pays pas turc, justement, où il n'y a pas autant de turcs et tout. Donc, quand tu croises ton compatriote et tout, tu es content. Ouais. Il y a ça aussi, il y a cet effet-là. Ouais. Il y a l'effet de la fierté, forcément. Par exemple, tu vois, ça c'est un truc de fou. On m'a souvent critiqué là-dessus. Quand je vois un patron turc d'une boîte américaine et tout, je me dis, oh, t'as vu, il est turc et tout. Alors qu'en fait, frère, c'est ok, ça fait quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas, moi, le chef d'Apple, le patron d'Apple, si c'était un turc, on serait tous le temps en train de dire, t'as vu le patron d'Apple, c'est un turc et tout. Alors que frère, on s'en fiche en vrai. Tu t'en fiches en vrai. Mais juste, tu sais, t'as cette fierté, ouais, en fait, les Turcs, ils sont là et tout. Et ça, c'est un truc naturel. C'est comme ça. Je sais pas. Il y a un truc aussi, c'est une dinguerie. Dès que je dis que je suis turc, les gens ils disent, ah, mais attends, tu connais pas lui. Non, je connais pas. C'est pas parce que je suis turc que je connais tout le monde. C'est une dinguerie, ça. C'est sûr que ça vous arrive. Oh, j'arrive je sais pas, dans une autre ville, à Lyon. Le gars il me dit, ouais, t'es pas turc, toi? Je dis, ouais. Oh, tu connais pas la famille Bulkat? Je sais pas. Quand tu dis d'où tu viens, comme lui, il a forcément de la famille là-bas, il te dit, est-ce que tu connais pas Ömer de... Tu connais pas Öztekin, tu connais pas machin? Ouais, de Lyon, là. Comment tu veux que je le connaisse? Comment? Il y a 100 000 Turcs. Mais le pire, c'est que je le connais. C'est ça le pire, c'est que je le connais. À la fin, tu le connais, tu sais. Voilà, le pire, c'est que tu le connais, tu vois. C'est une dinguerie, ça, quand même. Putain, c'est fou, frère. Tu sais que t'as entendu son nom, ou t'as vu ouais, tu sais, tu connais sa famille, ou tu le connais lui. C'est un truc de fou, quand même. S'il commence à te décrire son cousin, toi, tu fais le lien et tout, tu connais son cousin. Et on a tous des familles partout. Il y en a, il me dit, ouais, je viens de là. Je dis, ah ouais, moi, j'ai de la famille là-bas. Il y en a, il me dit, ouais, je viens de Lyon, ouais, j'ai de la famille. À Paris, ouais, j'ai de la famille, frère. C'est un truc de fou. Par contre, les Turcs qui ont immigré en Europe, j'ai l'impression qu'ils se sont tous mis dans un certain lieu, tu vois.
ils sont pas trop dispersés, j'ai l'impression, Mhm. tu vois. Par exemple, les Yozgat, ceux qui viennent de Yozgat, on est plus en Haute-Savoie, j'ai l'impression. Et peut-être les autres, ils sont peut-être plus au nord de la France. Ou je sais Moi, pas. je pense pas. Hein, je Ils pense ont pas. tous un lieu. Dites-nous d'où vous venez, les Turcs qui nous regardent. Comme ça, on va voir si sa théorie elle est Mais vraie. frérot, attends, Moi, je crois pas. Hein. j'ai vu des Turcs qui viennent de Bordeaux, je sais pas quoi, ils m'ont dit, les Yozgat, ça n'existe pas là-bas. Je sais pas. Il y a que c'est- des Sinopos, je sais Ouais, pas des quoi. Sinop, Antalya, peut-être. Bah, tu vois, ils sont tous Ouais. allés au même endroit. Ouais. Après, peut-être qu'ils vont aux endroits qui leur ressemblent. Je sais même pas s'ils ont, Je choisi, sais pas. je sais même pas s'ils ont choisi de venir là. Est-ce que nous, ça nous ressemble, là, de savoir? Bah, non. Je pense pas. Je sais pas. Mais je suis tellement fier d'être au Par Savoyard. rapport à Yozgat. La raclette! La La raclette! raclette. Non, aucun rapport. Frère, Yozgat, c'est un désert. Ouais, ouais. Le climat là-bas et le climat ici, ça n'a rien à voir, tu vois. Je sais pas. On aurait dû aller à Perpignan, je sais pas quoi, là, ok, Ouais. tu vois. Ouais, je sais pas. Là, je t'aurais dit que ça nous ressemble, tu vois. Ouais, je crois pas du tout. J'y suis allé à Perpignan, ça ressemble pas du tout. Bah, quand t'es pas loin de l'Espagne et que tu vois que le paysage commence à jaunir, Franchement, non. bah, je sais pas. Il parle de choses qu'il ne connaît pas. J'ai eu cette impression. Les Perpignanais, on vous attend au tournant. Ou alors, je mélange avec le fait de passer la frontière en Espagne et là, d'un coup, tout change. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Arigato gozaimasu. Nana de colonne. Sumimasen. 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 Sumimasen.